French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Avec nous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de French Boss, un jeune garçon dont on va vous dire l'âge tout à l'heure. Sa particularité par rapport aux dernières émissions qu'on vous a présentées, eh bien c'est qu'aujourd'hui on ne va pas avoir besoin de traverser ni l'Atlantique ni un autre océan pour aller le rencontrer. On va se contenter de traverser la Manche pour aller y rencontrer l'invité de ce French Boss d'aujourd'hui, Thomas Bidot. Bonjour Thomas, et on vient vous retrouver à Brighton. Tout à fait. Et Brighton, c'est précisément la ville dont vous m'avez envoyé la photo sur ma demande. Je voulais savoir ce que cette ville que l'on voit derrière moi a représenté pour vous dans votre carrière, peut-être dans votre ascension professionnelle. La ville, Brighton joue un rôle important parce que quand j'ai fait le choix de m'expatrier, la destination de l'expatriation était très importante. J'avais clairement j'étais à Paris avant, j'avais une vie qui était très agréable, qui me plaisait beaucoup, et donc du coup je voulais quelque chose de encore mieux. Et le fait de vivre donc à Brighton, qui est une ville en bord de mer, assez jeune, d'une taille significative, on parle de 300 000 habitants, donc on n'est plus dans la petite ville, mais on n'est pas dans la capitale, donc on n'a pas forcément non plus les inconvénients qui vont avec. Et on est à proximité de Londres, à proximité des transports. On n'est pas loin de l'aéroport de Gatwick qui permet de connecter sur toute l'Europe. On n'est pas très loin de Londres pour prendre l'Eurostar, parce que quand on s'expatrie, on pense quand même aussi toujours à comment rentrer d'une façon ou d'une autre. Et il y a une qualité de vie qui était promise, qui est livrée, puisque ça fait 16 ans que j'y suis, qui était très intéressante. C'est une ville jeune, c'est une ville avec une forte culture musicale, c'est une ville avec beaucoup d'entreprises dans le milieu technologique aussi, donc ça cochait pas mal de cases. Et quand donc j'ai monté ma structure, 4 ans après avoir déménagé à Brighton, j'ai décidé de rester à Brighton. Donc c'est clairement un lieu de vie qui me convient à tous les niveaux. C'est un lieu que vous recommanderiez à des jeunes qui veulent aller monter leur entreprise, et en l'occurrence en Grande-Bretagne? Oui, avec le caveat qui est que la vie en Angleterre est assez chère, et même si les prix de Brighton ne sont pas ceux de Londres, ça reste un lieu qui coûte. Voilà. Mais c'est un bon lieu, c'est un très bon lieu. On a beaucoup d'écoles de langue, on a pas mal c'est assez international aussi à ce niveau-là. Donc ça bénéficie d'un environnement extrêmement multiculturel, européen, asiatique, américain. Donc c'est assez agréable. Vous-même, vous vous estimez très multiculturel dans votre approche des choses, dans votre quotidien? Alors, j'essaye au maximum. Suite au changement politique en Angleterre, j'ai adopté la nationalité anglaise. Donc, j'ai 2 passeports, en français et en anglais. Ma femme elle-même est coréenne. Mes équipes, de par la nature de notre activité, mon équipe est multinationale. On a une Suédoise, 2 Allemandes, plusieurs Français, 2 Espagnols. Donc, on est assez multiculturel, et on essaie de garder cette ouverture d'esprit parce que ça enrichit les activités qu'on développe. D'accord. On va abondamment parler de votre carrière. Vous savez que dans cette émission, Thomas, on s'adresse à des entrepreneurs français à l'étranger. Dans le terme entrepreneur, on est précis. Ce sont des gens qui ont créé leur entreprise à l'étranger. Est-ce que créer une entreprise à Brighton, quels sont les avantages de créer une entreprise à Brighton par rapport, d'abord, créer une entreprise en Grande-Bretagne par rapport à la France, et ensuite Brighton par rapport à Londres? On commence Grande-Bretagne par rapport à la France. Alors, il y a encore récemment, j'avais moi-même pas d'expérience directe avec la création d'une entreprise en France. Il se trouve que j'ai aussi une entreprise en France maintenant avec des associés. Donc, j'ai pu voir la différence entre créer donc ma structure actuelle à Brighton
cette autre structure avec mes collègues. Et l'avantage principal, pour moi, il est dans la complexité administrative. Créer une structure en Angleterre, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement rapide et c'est très bien documenté. Et le fait que ça soit aussi simple implique aussi des coûts moindres, en fait. C'est-à-dire que on peut faire son entreprise soi-même pour peu qu'on prenne le temps de lire la documentation et qu'on se renseigne sur quels sont les bons formulaires à remplir à un coût vraiment très bas. Et la rapidité à laquelle ça a lieu, ça permet aussi d'avoir une certaine agilité quand on a besoin d'une structure vite, ce qui n'est, dans mon expérience, pas faisable en France en fait. Créer une structure rapidement pour répondre à un besoin précis et immédiat, la structure n'est pas faite pour. Donc c'est vraiment l'avantage principal que j'y vois. Ça, c'est au niveau de la création. Au moment de, on va dire, la gestion d'entreprise, ça se retrouve également, à savoir que sur ces expériences que j'ai pu voir, gérer une entreprise en Angleterre, c'est extrêmement léger en termes de déclaration administrative, de suivi auprès des différentes entités du gouvernement anglais. On a assez peu on a des papiers à remplir, on a des déclarations à faire, mais surtout au début d'une entreprise, ça se fait très bien tout seul, sans trop se perdre. Mon expérience avec la France, c'est que autant c'est des choses qui sont faisables, quand on est une toute petite structure, le poids de cette administration est beaucoup plus lourd et on sent que c'est des systèmes administratifs qui sont plus adaptés à des entreprises de taille moyenne ou grande où on peut se décharger d'une partie de ces choses-là avec des gens qu'on embauche statistiquement. Il y a des choses qu'on peut voir en Angleterre également quand on atteint une certaine taille, mais on va dire que quand on commence, c'est une vraie liberté et une vraie flexibilité pour l'entrepreneur et de pouvoir se concentrer sur son activité principale, l'offre qu'on veut développer, trouver des clients et moins avoir à réfléchir à quel est le dernier document qui manque pour pouvoir commencer. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, Brighton par rapport à Londres, il est essentiellement financier. Londres coûte extrêmement cher. Il y a des incubateurs, il y a des structures qui permettent de porter certains projets, mais il faut créer des dossiers, être sélectionné. Brighton a quand même des coûts moindres en termes de loyer ou même prestataire de services, comptable, avocat, il coûte moins cher ici que sur Londres. En termes d'activité d'entrepreneur, pour moi, l'avantage que j'avais aussi à Brighton, c'est que Brighton est une ville attractive pour le talent et notamment du talent international. Et là, par exemple, j'ai une collègue qui déménage en ce moment de France vers l'Angleterre. Et c'est plus facile pour elle de trouver un logement à Brighton. C'est moins cher pour elle de trouver un logement à Brighton. Donc, du coup, c'est un pas moins grand à faire pour ces gens que je fais venir, qui s'expatrient. Et pour les locaux, pour les Anglais, c'est une ville attractive. Voilà, c'est une ville jeune, un peu moins chère que Londres, mais avec une vie culturelle, avec une vie nocturne, avec le bord de mer. Pour les gens qui sont sportifs, il y a plein d'activités. Donc, il y a un certain charme qui marche bien dans le recrutement. Alors évidemment, il y a des gens qui veulent être au centre de l'activité, qui veulent être à Londres, mais on va dire que l'un dans l'autre, je me retrouve plutôt avec un résultat positif par rapport à cette démarche, en étant à Brighton, et ça marche bien pour nous. Alors, on va parler de tout ça, justement, de vos résultats. On va parler de votre carrière, de votre boulot, Thomas. Alors, j'ai regardé votre CV. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que dans votre CV, il y a marqué crowdfunding, levée de fonds. Il y a marqué vidéo online, jeux vidéo online game, d'accord? Et il y a marqué publishing, donc publication et édition. Mm-hmm. Ces trois choses qui n'ont sur le papier pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Alors moi, je vais vous poser une question un peu idiote, Thomas.
Quel âge avez-vous d'abord? Ça, c'est pas celle-là, la question idiote, c'est celle d'après. Quel âge avez-vous? J'ai 42 ans. D'accord. Je vais vous poser maintenant la question dont je vous dis qu'elle est idiote. Qu'est-ce que vous faites dans la vie professionnelle, Thomas? C'est tellement une bonne question. C'est une vraie bonne question parce que vous savez pas y répondre? Je fais beaucoup de choses. Je fais plusieurs choses. C'est pour ça aussi que c'est un peu compliqué. Donc, ces 3 composants, donc financement participatif, jeux vidéo en ligne et édition, ont quand même une ligne conductrice commune qui est le jeu. Alors, beaucoup du jeu vidéo, un peu du jeu sur table, du jeu de plateau, du jeu de rôle, qui sont des industries qui se développent. Mais pour parler de ma carrière, j'ai surtout commencé dans le jeu vidéo en ligne, dans les jeux de rôle massivement multijoueurs. De manière extrêmement surprenante, j'ai commencé ma carrière chez France Télécom, qui était donc éditeur de jeux vidéo à l'époque, et je travaillais sur la gestion des projets de ces jeux-là. Et j'ai développé une expertise, j'ai des expériences sur un segment qui est très pointu. Et mon activité actuelle, c'est une activité d'un consultant. Voilà. Donc, j'accompagne des projets sur des sujets experts. Et il se trouve que j'ai effectivement développé plusieurs sujets d'expertise qui sont assez différents les uns des autres, même s'il y a ce fil conducteur. Le financement participatif se concentre sur le jeu. Et c'est souvent des jeux qui sont très différents dans leur nature que j'accompagne, des jeux en ligne sur lesquels je donne d'autres types de conseils qui vont plus être de l'ordre de la stratégie, du marketing, l'opérationnel, de la gestion de communauté, ce genre de problématiques. Et qui sont aussi, eux, très différents de l'activité conseil publishing, on va dire, plus large, qui parle de comment aider des créateurs de projets à auto-éditer leurs projets. C'est beaucoup de l'auto-édition sur lesquels j'accompagne les différentes entreprises avec lesquelles on travaille. Donc pareil, ça va être du marketing, de la communication beaucoup, mais pour le coup, du marketing très différent, de la communication très différente de ce qu'on peut voir en jeu en ligne ou en financement participatif. On va dire que j'ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir tester différentes choses, de pouvoir alimenter ma curiosité et du fait d'être entrepreneur, du fait d'avoir ma propre société, de ne pas avoir personne qui me dit « mais attention, tu sors des cadres de ce qu'on avait fixé, à savoir on travaille sur le jeu en ligne, pourquoi vas-tu explorer le financement participatif qui n'a rien à voir ?» Du coup, j'ai appliqué des méthodes, j'ai appliqué notamment au niveau des recherches de marché, que j'ai pu transposer de l'un à l'autre et développer une nouvelle expertise. Donc du coup, j'ai à mon arc plusieurs cordes, et effectivement, la question de qu'est-ce que je fais est une question qui est assez récurrente parce que en fonction de où je rencontre les gens, dans quel cadre on les rencontre, dans quel projet ils associent mes activités, sont surpris de voir les autres. Voilà. Et donc, je parlais tout à l'heure du fait que j'ai maintenant une société dans laquelle je suis associé qui est en France. C'est une société qui est spécialisée dans le financement participatif de jeux de plateau. Donc, une activité qui est très précise, très ciblée et très niche, mais c'est une niche qui est d'une très grande richesse. Ça s'est fait parce que aussi, en faisant toutes ces activités, je me suis rendu compte de cette opportunité et de ce besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement pointu pour ce genre de projet, et donc du coup développer une autre activité, une autre structure juste pour ça. Mais voilà, en gros, ce que je fais, j'accompagne d'autres entrepreneurs, des sociétés, pas toujours des petites sociétés, hein, j'ai des clients d'une taille significative parfois, sur l'un de ces 3 sujets en général. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en fait, tout tourne autour du jeu vidéo. Vos autres activités aujourd'hui, elles tournent autour du jeu vidéo, que ce soit l'édition ou que ce soit la recherche d'argent. Oui. Pourquoi le jeu vidéo et quelle qualité faut-il avoir pour réussir dans le jeu vidéo? Ça va m'amener à une autre question, un truc que j'ai lu sur vous. Je vous poserai la question après. Qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut connaître, qu'est-ce qu'il faut aimer pour se développer son entreprise dans le jeu vidéo, Thomas? Alors, dans le jeu vidéo, c'est... Alors, pourquoi le jeu vidéo? C'est une affinité personnelle avec le jeu, dans sa plus grande définition.
je travaille donc 90%, 99% de mon travail, c'est dans le jeu vidéo, mais j'ai depuis très longtemps des affinités avec le jeu sous toutes ses formes et une volonté très tôt de trouver une activité professionnelle dans le jeu vidéo. Alors moi, j'ai commencé professionnellement en 99, une époque où il n'y avait pas de cursus universitaire ou d'école qui permettent de se spécialiser dans ce domaine-là. Et le jeu vidéo, à cette époque-là, c'était déjà une vraie réalité il y a 20 ans, quoi, en gros. Oui, il y a 20 ans, il y avait beaucoup. Alors, c'est marrant parce que c'était beaucoup du jeu vendu en magasin, en physique. Et avec la dématérialisation du jeu vidéo, ça a encore plus explosé, ça s'est encore plus développé. Mais c'était déjà une activité assez significative. C'est quelque chose qui avait beaucoup de poids déjà, même si ça se faisait différemment. Et on va dire, une fois avec cette volonté de rentrer dans cette industrie, avec des contacts pris, avec des professionnels qui étaient présents, on va dire, on a créé des opportunités, mais c'est aussi du hasard de rencontres. Voilà. Alors, on force les rencontres, mais pour qu'elles se réalisent, il y a un composant de chance, on va dire. Au jour d'aujourd'hui, pour rentrer dans le jeu vidéo, je pense qu'il faut avoir une affinité avec le médium. Alors, beaucoup de gens parlent, il faut être passionné par le jeu vidéo. Je ne suis pas sûr que le mot passion cache beaucoup d'éléments qui sont un peu pervers parfois. Mais il faut aimer le médium, il faut le comprendre, il faut avoir une certaine affinité, parce qu'il y a, on va dire, beaucoup de gens qui sont motivés par le médium. Donc, pouvoir parler le même langage, développer ce vocabulaire très spécifique, très technique comment décrire un jeu vidéo, comment communiquer sur un jeu vidéo, même en interne, entre soi, hein, pas juste dans les professions de communicants. Et il faut avoir une certaine affinité, encore une fois, avec la technologie. Le jeu vidéo a cette particularité d'être donc à la fois une activité expérientielle, donc le jeu, mais aussi une activité technique, à savoir faire tourner sur les machines, pouvoir porter les jeux sur les consoles, les téléphones, etc. Donc, Mais justement, je vous interromps Thomas, justement, qu'est-ce que vous aviez comme expertise technique, vous, au départ? Moi, rien du tout. Moi, rien du tout. Je viens à mon parcours. Il ne faut pas hésiter, hein. Oui, évidemment, mais il ne faut pas en avoir peur. Je ne suis pas sûr qu'il faut. C'est pas une question d'être. Il ne faut pas être programmeur. On peut très bien ne pas être programmeur, ne pas comprendre toutes ces problématiques-là. Mais il ne faut pas avoir peur de la technologie. Moi, j'ai commencé dans le segment très spécialisé du jeu en ligne, à une époque où la notion de client-serveur n'était pas forcément comprise par tout le monde, où on avait besoin des contraintes de technologie réseau très complexes à l'époque, parce que ça coûtait très cher. Mais le fait de ne pas avoir peur de la technologie, le fait de pouvoir rentrer les deux pieds dedans et s'approprier, on va dire, ce vocabulaire, ces notions techniques qui ne nécessitent pas la capacité de les exécuter soi-même, mais au moins de comprendre les contraintes qu'elles engendrent, c'est important. Voilà. Et effectivement, moi, mon parcours, juste pour rapidement, avant de commencer dans le jeu vidéo, j'étais étudiant en littérature anglaise. Voilà. Mes compétences allaient plutôt vers la compréhension de l'anglais shakespearien et de ses subtilités que de. Ça ne doit pas vous servir tous les jours, l'anglais shakespearien dans le jeu vidéo. Non. Mais on va dire que le fait d'avoir une bonne maîtrise de l'anglais au début de ma carrière a été un élément extrêmement important. D'accord. C'est une industrie qui est extrêmement internationale. Le fait que je sois resté en Angleterre pour monter ma structure, moi en tant que Français, il y avait une volonté très claire de m'établir comme je suis un spécialiste du jeu vidéo, je ne suis pas un spécialiste du jeu vidéo français. Que les gens viennent me voir juste parce que j'habite en France, je suis français, je me limite à la France. Je voulais vraiment me présenter comme étant un expert global qui peut travailler avec la Corée, le Japon, les États-Unis, les pays nordiques, l'Allemagne, et ne pas me retrouver dans un cadre comme le français en France. Ça a fait partie des raisons pour lesquelles je suis resté en Angleterre à ce moment-là. J'en parlais tout à l'heure, la facilité administrative était un gros élément, puis le fait d'être à Brighton aussi, hein, évidemment. Mais la maîtrise de l'anglais m'a beaucoup servi
au tout début de ma carrière. Et maintenant, j'habite en Angleterre depuis quasiment 15 ans, donc ça va, je me débrouille. Mais le côté shakespearien, beaucoup moins, oui. Thomas, EcoPartner, donc société que vous avez créée à la fin de l'année 2008. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui EcoPartner? Si vous pouviez nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte à la fois de la manière dont EcoPartner et vous-même travaillez, et puis de ce que ça représente, de ce à quoi peut aboutir le fait d'éditer des jeux vidéo et de faire tout ce que vous faites par ailleurs. Alors, des chiffres que je peux communiquer, EcoPartner, c'est 11 salariés de multiples nationalités dont je parlais tout à l'heure. C'est 12 ans d'existence, qu'on a commencé en 2008. Ouais. On a une activité qui a peu de coûts fixes et qui donc en dehors des salaires. Et donc, du coup, on n'a jamais perdu d'argent. On a toujours été positif. On n'a jamais eu de gros investissements à faire parce qu'on a toujours été des gens qui accompagnent les autres. Donc, du coup, on a toujours pu gérer notre taille et nos frais en fonction des activités qu'on avait. Donc, clairement, on n'a pas forcément toujours eu des années aussi faciles que les autres. Mais au jour d'aujourd'hui, on est en pleine croissance. Le confinement a développé l'industrie du jeu vidéo de manière assez significative. On a de plus en plus de demandes. On est au mieux qu'on n'a jamais été en termes d'activité. Vous évoquez le confinement, Thomas, mais il y a aussi un autre dossier, entre guillemets, qui vous concerne directement, c'est celui du Brexit, avec toujours cet inconnu qui fait que on ne sait toujours pas ce que ça va devenir. De quelle manière ce Brexit et les perspectives qu'il pourrait entraîner pèsent sur la vie de votre société aujourd'hui? Alors, on a l'avantage d'être une société de services. Donc, on est moins tributaire des conséquences du Brexit qu'une société qui aurait besoin dépendante du transport de biens. Maintenant, moi, j'ai une activité qui dépend d'une équipe qui est assez internationale et de recruter des gens. Et recruter des gens qui viennent d'Europe, ça va être beaucoup plus difficile depuis le début du Brexit. J'ai des besoins parfois de recruter des personnes qui sont germanophones. C'était jamais très facile de recruter des Allemands parce qu'ils ont une belle économie, donc du coup ils sont moins susceptibles de se déplacer. Mais là, avec le Brexit, c'est d'autant plus difficile. Il y a une vraie frustration de ne pas pouvoir planifier aussi, parce que le Brexit, c'est encore un grand point d'interrogation. Alors, je ne pense pas que ça mette en jeu l'existence de mon entreprise. Ça met en jeu certains contrats, clairement. Parmi mes clients, il y a Arte. Et je ne sais pas si je pourrais renouveler mon contrat si je ne suis plus une société européenne auprès de Arte qui a pas mal de régulations qui déterminent quelles sont les personnes avec lesquelles ils peuvent travailler, par exemple. Donc, voilà, il y a quand même un certain nombre de conséquences. Au niveau personnel, avant le Brexit, je n'avais pas de velléité de prendre la nationalité anglaise. Après le Brexit, maintenant, j'ai 2 passeports. J'ai un passeport anglais et un passeport français parce que on va dire que je n'ai pas une très grande confiance dans la façon dont ça sera géré. Et au moins, avec un passeport anglais, je sais que je me garantis de pouvoir garder l'intégrité de mes droits sur le territoire anglais. Et avec mon passeport français, je peux continuer à voyager sur toute l'Europe. Donc, j'ai cette facilité parce que je suis français en Angleterre. Mais il y a une vraie frustration, on va dire une vraie interrogation sur comment on va pouvoir gérer ça. Il y a clairement la question de faut-il ouvrir un bureau en Europe pour faciliter les contrats avec les entités européennes parce que ça sera peut-être nécessaire. Mais voilà, c'est pas particulièrement réjouissant. C'est pas particulièrement. C'est surtout très décevant parce que moi, je suis pro-Europe, j'étais contre le Brexit, mais je trouve ça décevant que il s'est pas au moins eu un plan qui soit mis en action, qui soit cohérent. Et donc, c'est particulièrement décevant, on va dire, pour rester poli. Thomas, je voudrais qu'on parle d'autre chose. Vous évoluez dans un univers, celui du jeu vidéo en ligne, qui est j'imagine, encore une fois, je parle sous votre contrôle et à vous de me contredire si je me trompe. Le jeu vidéo en ligne, il est très soumis aux tendances
que ce soit des tendances de mode, que ce soit des tendances politiques. J'ai lu par exemple un papier comme quoi le mouvement MeToo pour la défense des femmes opprimées faisait son entrée un petit peu dans le jeu en ligne. Est-ce que c'est quelque chose qui à terme risque pas de nuire à ce genre d'activité dans la mesure où ça devient clivant dès l'instant où il y a de la politique, de l'idéologie qui peut rentrer dans le jeu vidéo? Est-ce que ça ne devient pas clivant? Et est-ce que je me trompe? Alors, je ne pense pas que ça soit clivant. Je pense qu'au contraire, l'industrie du jeu vidéo, dans son ensemble, souffre d'avoir eu peu de diversité au niveau des groupes de créateurs. On a beaucoup de jeux qui représentent des hommes forts, avec des armes et qui combattent d'autres personnes. Et ces dernières années, il y a donc des mouvements effectivement qui poussent la diversification sur les équipes qui créent les jeux et les gens qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Et pour moi, c'est un net positif. C'est-à-dire que on trouvera des expériences de jeu plus intéressantes, plus variées, des points de vue nouveaux, qui amèneront à des nouvelles audiences ou des développements d'audiences existantes. Et on aura une industrie qui sera d'autant plus riche et d'autant plus grande qu'on aura tout ça. Un exemple que je trouve intéressant qui vient du cinéma, c'est le film Black Panther. Donc on parle beaucoup parce que l'acteur principal est décédé ce week-end, et qui est un des plus grands succès dans les franchises de Marvel de super-héros, avec l'intégralité des personnages principaux qui sont noirs. Et je pense que c'est important de voir. Donc, je vois le jeu vidéo comme un produit culturel également, dans lequel on a des représentations, des avatars, et avoir de la diversité dans ces activités. Et d'ailleurs, le jeu vidéo en ligne est probablement plus apte à pousser la diversité, car on crée souvent son avatar avec souvent des options. On peut choisir un homme, une femme, une certaine taille, un certain type de corps, une certaine couleur de peau. Donc, on a plus de facilité d'avoir de la représentation et de la représentativité personnelle dans les jeux en ligne. Et on se retrouve donc à avoir plus d'audience qui se reconnaissent dans ces jeux et donc qui s'engagent dans ces jeux et qui apprécient ces jeux et qui font vivre, on va dire, les audiences de nos différentes activités. Il y a, pareil, de plus en plus de développeurs de jeux vidéo qui se développent dans des pays qui historiquement n'ont pas forcément de studios de création. Et on voit des jeux qui sortent de ces pays qui sont originaux parce qu'ils viennent avec leur propre code culturel, leurs propres références de civilisation, etc. Donc moi je vois ça comme un net positif garanti sur l'industrie du jeu vidéo. Alors ça se fait un petit peu dans la douleur à certains moments parce qu'il y a des communautés qui sont très attachés à une certaine image du jeu vidéo, mais les jeux qu'ils aiment ne disparaissent pas pour autant, donc il n'y a pas de perte qui se fait, et on trouve de nouveaux jeux avec de nouveaux types d'histoires, de nouveaux types d'expériences, et on se retrouve avec un médium qui est d'autant plus riche. Thomas, on arrive pas loin du terme de cette conversation. Je voudrais vous poser deux questions encore. La première, elle va nécessiter une réponse simple et précise. Des trois grandes activités qui animent votre quotidien, donc l'édition, la recherche de fonds et le jeu vidéo, dans laquelle vous prenez le plus votre pied? Dans laquelle des trois? De manière étrange, ça va être le financement participatif. Oui. Parce qu'il y a c'est donc la recherche de financement, mais sous un format très particulier qui est limité dans le temps et qui a un début, un milieu, une fin, et qui est très dans l'émotion et l'engagement avec l'audience. J'ai un projet qui est en cours qui est dans ces dernières 24 heures, et c'est absolument merveilleux de voir les gens qui sont aussi engagés émotionnellement dans le succès de la campagne et donc dans le fait de réussir à lever les fonds que les créateurs du projet. Donc j'aurais tendance à dire que c'est ce segment-là. Et ma dernière question, Thomas, c'est je vous ai écouté attentivement depuis une demi-heure.
J'ai quand même l'impression que vous êtes une sorte d'autodidacte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Est-ce que, au moment de créer son entreprise, l'autodidacte, il arrive sur un pied d'égalité par rapport au gars qui, lui, a passé des années dans l'entreprise, a été formé, a été quelquefois formaté même? Est-ce que les compteurs sont mis à zéro au moment de monter son entreprise? Oui. Moi, je pense que j'ai une certaine flexibilité intellectuelle du fait de ne pas, effectivement, pas avoir de métier pré-mâché, d'avoir m'être formé à l'analyse de données par moi-même, d'avoir développé mes propres expertises sur des sujets sur lesquels personne ne s'était présenté. Et je suis sûr que les gens qui viennent d'un secteur d'un métier où ils ont été formés et formatés, ont tout un tas de meilleures pratiques, de connaissances techniques qui les servent. J'aurais tendance à dire que ce qui est important, c'est de jouer sur ses points forts. Moi, mon point fort, c'est peut-être ce côté autodidacte qui me rend très agile et très capable de développer ces nouvelles expertises. Et donc, du coup, c'est là-dessus que je me repose. Et j'imagine que quelqu'un qui aurait un profil très différent se reposerait plus sur les expériences et ce que eux ont appris et développé comme talent avec les années. Merci Thomas. Je vous rappelle pour vous qui nous regardez soit sur Facebook, soit sur YouTube, je ne trouvais plus le nom. Je vous rappelle que cette émission vidéo reste également, comme c'était le cas auparavant, un podcast audio et que ce podcast audio, vous avez deux moyens de l'écouter. Ça s'inscrit en bas de votre écran en ce moment même, soit sur le site de French Morning, frenchmorning.fr ou london.frenchmorning.fr et .com, pardon. Et la deuxième solution, eh bien, c'est d'écouter ce podcast sur iTunes. Thomas, je reviens vers vous juste pour vous dire au revoir. Merci d'avoir eu. Et vous remercier d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. Bonne continuation à Brighton. Merci Thomas, au revoir. Au revoir.